Le code est un moyen de dire à un automate, un ordinateur, une machine, comment il doit se comporter. Aujourd'hui, c'est forcément un humain qui va écrire ce code-là. Jeudi 22 avril 2021, j'ai accueilli Fabien Arcelier, qui a le rôle de CTO en startup, Chief Technical Officer. Je connais bien Fabien, et je suis heureux d'avoir pu prendre le temps de décrypter sa manière de voir le monde du développement, très fine et avec beaucoup de recul. J'ai aussi pu voir que sa manière de présenter son rôle a été mûrement réfléchie, ce qui a été inspirant pour moi. Fabien va ainsi nous livrer ses expériences et émotions, et j'espère qu'il vous captivera autant que je l'ai été. Fabien, qui es-tu? Comment es-tu arrivé à ton activité actuelle? Je suis directeur technique, donc CTO, Chief Technical Officer, dans une startup de 9 personnes. Je m'occupe dans une startup du rôle de direction technique, ce qui consiste à insuffler une partie de la vision autour du delivery et de la partie structure du produit digital qu'on est en train de concevoir autour de la planification, la construction et la supervision d'architecture connectée. Alors, pour illustrer ce qu'est une solution connectée, on a vu autour de nous des appareils connectés apparaître, type Google Home, Alexa. Ouais. Mais en fait, on a des applications industrielles qui sont omniprésentes, type par exemple le tracking de conteneurs au moment où ils embarquent dans un cargo, où ils sont déchargés par exemple au port du Havre, et au moment où ils sont livrés chez un client. Et ce qui a changé par rapport à quelques années, c'est que, je prends l'exemple des années 70, avoir une Jeep connectée qu'on pouvait traquer, ça coûtait plusieurs millions de dollars. Aujourd'hui, un tracker pour un conteneur, ça coûte 10 euros. Donc effectivement, l'impact de ce milieu-là a complètement été bouleversé par ces économies d'échelle. Là, tu parles du tracking, donc on fait du suivi d'objets. Une solution connectée, par exemple, ça sert à suivre des objets sur la planète pour savoir où ils sont. Tout à fait. Le but, c'est pas de les suivre pour la vocation de savoir où ils sont, mais surtout avoir un intérêt métier, de dire par exemple pour l'exemple des conteneurs que je vais reprendre, 30% des conteneurs sont utilisés une seule fois. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à un moment ils arrivent au port, on les décharge, puis on oublie simplement qu'ils existent, on sait qu'ils existent dans un listing papier, mais on sait plus exactement où ils sont. On a noté qu'ils étaient au B12, mais en fait ils sont au B12, ils sont au B14, et vu qu'on sait pas où ils sont, on les réfléchit dessus. Il y a bien des choses dans ces conteneurs qui sont perdus quand même. Plus souvent, la livraison est récupérée. Ouais. Et par exemple, on le charge sur un camion dans un transport multimodal. Donc, transport multimodal, j'ai pris le conteneur qui arrive sur un cargo, déposé sur un camion. Ouais. Le camion part du Havre. Il amène le conteneur chez un fabricant qui doit récupérer ses pièces. Le conteneur est déchargé. Ouais. Seulement, à un moment, le conteneur est ramené au port du Havre parce que il doit être réutilisé ou ce genre de choses. D'accord. Et donc, quand il est ramené, il est réintégré dans le port, mais parfois au mauvais endroit. T'as évoqué le terme de CTO, je l'ai laissé un peu volontairement, tu vois, flou. Qu'est-ce que ça veut dire CTO? Déjà, le terme veut dire Chief Technical Officer. Ouais. En gros, c'est une personne de l'entreprise qui a la responsabilité d'aligner le delivery et la vision métier, notamment la vision technique, la vision technique et la vision métier. D'accord. Il va avoir plusieurs responsabilités selon la taille de l'environnement. Un CTO d'une entreprise de 3000 personnes n'est pas la même chose que dans mon cas, qui est un CTO de 9 personnes, qui est presque plus proche d'un tech lead. Ouais. Une différence par rapport à un modèle de leader technique ou d'une personne qui va driver une équipe, c'est qu'on a une mention ressources humaines, managériales ou stratégiques qu'on n'a pas sur ce poste-là. En fait, je parlais surtout entre la différence entre le rôle de leader technique dans une équipe, la personne qui va porter l'identité d'un produit technologique, Ouais. qui va orchestrer le développement, qui va amener l'équipe à grandir, à se construire autour de lui, autour du produit. Le plus souvent, la différence, dans un leader technique, il a une ordre de mission. Ouais. Dans le cas d'un CTO, il fait partie prenante du management de l'entreprise et donc il est aussi partie prenante de la vision stratégique de l'entreprise. Le CTO a un rôle plus important que le tech lead, c'est ça que tu es en train de dire. Différent. Un rôle... D'accord. Oui, c'est vrai. C'est un rôle peut-être plus... Certains appelleraient stratégique.
On peut dire ça comme ça. CTO. Après, stratégique sans jugement de valeur. Moins opérationnel, c'est ça? Oui, exactement. D'accord. Et donc, du coup, toi, tu te définis plutôt dans la définition que tu as comme CTO ou plutôt comme leader technique, tech lead, comme tu dis? Sur une startup de 9 personnes, je suis un peu entre les deux. D'accord. C'est-à-dire que j'ai pas encore pris complètement la posture de CTO, tout simplement parce qu'il y a pas mal de choses que je dois encore développer moi-même. Ok. Je ne peux pas tout déléguer au sens de l'opérationnel. C'est la différence entre une startup où un CTO d'une entreprise de plusieurs milliers de personnes ne va plus du tout être dans le modèle opérationnel, vraiment dans la définition stratégique. Il va être un interlocuteur de la direction. Il va donner une trajectoire. Il va convaincre des gens de le suivre. Mais il va être dans un poste purement managérial. J'ai croisé des gens qui aujourd'hui sont CTO qui ont à la base un profil business. Ils ont un profil business avec une appétence sur la technique, mais ils ont un profil business. As-tu fait une formation spécifique pour passer de développeur à CTO? Non, pour devenir développeur à CTO, je n'ai pas fait de formation spécifique. Je n'ai pas suivi de cursus particulier. Dans mon parcours professionnel, j'ai pas commencé en tant que développeur. J'ai commencé en tant que technicien de laboratoire dans le domaine des matériaux. Après, je fais un peu d'électronique, j'ai fait du quality management, puis à la fin, j'ai repris mes études en école d'ingénieur pour faire une école d'ingénieur en informatique industrielle qui m'a amené au métier de développeur. À partir de là, j'ai travaillé pour une société qui s'appelait Octotechnologies qui m'a donné l'occasion d'énormément progresser, passant du rôle de, au début, junior, donc développeur junior dans une delivery, à consultant confirmé senior et à manager. J'ai aussi été amené à enseigner sur le domaine de la data, du cloud, ce genre de choses. J'ai été amené à être directeur de mission. C'est en fait ces expériences-là qui m'ont amené vers cette position, au moment où elle s'est présentée, de CTO. C'est une opportunité. Voilà. Est-ce que je suis légitime pour être CTO? J'essaie de l'être, mais j'en suis pas sûr. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur c'est quoi le développement? Parce qu'il y a plein de gens ici qui savent pas ce que c'est en fait le développement. C'est un monde qui fait peur pour beaucoup en tout cas. Comment toi tu parles du développement et parce que j'ai l'impression que ça fait quand même partie importante de ton métier. L'information aujourd'hui, on a tous ces applications en face de nous, que ce soit une des plus connues qui est Google, que ce soit des applications aussi anodines que Evernote quand on prend des notes, que ce soit des applications autour de quand je vais commander sur Casino Drive ou Leclerc Drive pour faire mes courses. Ouais. Ce sont des applications. D'accord. À un moment, ces applications, c'est permettre à des gens d'interagir à distance avec un processus métier, donc obtenir un service sans avoir d'interlocuteur humain ou personnel. Okay. En gros, on va suivre une certaine série d'étapes qui vont nous accompagner, nous permettre d'être soit plus efficients, soit le faire à moindre coût, pas forcément pour le fait de détruire l'emploi, mais tout simplement pour le fait que ces emplois, donc aujourd'hui, on aimerait utiliser les gens pour faire des choses plus intéressantes. Ces applications, à un moment, leur comportement doit être spécifié. Okay. Et la forme de spécification qu'on connaît pour spécifier une machine qu'elle doit faire, ça s'appelle du code. Le code est un moyen de dire à un automate, un ordinateur, une machine, comment il doit se comporter. Okay. Aujourd'hui, c'est forcément un humain qui va écrire ce code-là. Pourquoi tu précises ce point en particulier sur la fin? J'ai l'impression que tu voulais insister sur ça. Il y a quelques dizaines d'années, on parlait du fait que les ordinateurs se programmaient tout seuls. Aujourd'hui, on est encore dans un gros mouvement d'intelligence artificielle où on se dit que les ordinateurs vont encore se programmer tout seuls. Ouais. Par mimétisme. Par exemple, je prends une pomme, je la déplace. L'ordinateur sera capable de reproduire le geste. D'accord. La réalité, c'est que oui, on peut y arriver. Et en fait, c'est juste, on lui a donné l'information de la pomme, je la prends, je la déplace. On peut le déporter sur l'utilisateur, et la plupart du temps, c'est quelqu'un qui doit le faire de manière plus bas niveau, okay. Qui doit vraiment spécifier, ok, je prends telle variable, telle donnée, je la transforme, je l'amène à tel endroit, et ça va se mettre dans un entrepôt de données, et je saurai quand c'est dans cet entrepôt de données, que la commande sera prise par notre système, qui va l'amener devant un opérateur qui va récupérer dans votre espace Drive le produit, le ramener, l'amener au client final qui va le récupérer. Donc en fait, pour toi, le code, c'est une étape dans tout un processus. Oui. À la base, le code, quand on l'a mis en place, a remplacé les systèmes papier. J'avais une carte, ouais. La carte avec mon nom client, sur quelque chose qui était dans un grand tiroir. On a vu ces illustrations dans des bandes dessinées, dans des photos, ouais. Où on avait des grands tiroirs avec des cartes sur chacune des personnes. Les premiers systèmes qu'on a développés en termes de code permettaient de remplacer ce genre de système. En fait, 80-90% du code qui existe n'interagit pas avec des humains.
Il y a beaucoup de code avec lequel vous interagir. Quand je tape sur la fenêtre Google, mon élément de recherche, ça va interagir, mais beaucoup de choses qui sont passées avant, de l'indexation, le fait de scanner le web, ce genre de choses, n'interagira pas avec un humain. Dans tous les cas, on développera vraiment un code pour le plaisir de développer quelque chose, tout comme on va pas nettoyer son appartement pour le plaisir de nettoyer son appartement. En ce moment, le fait d'avoir un appartement propre nous fait se sentir bien. Le fait de développer du code nous permet de permettre de transférer une information qui va être prise en charge par quelqu'un d'autre, qui peut être un humain ou une machine. La différence fondamentale, c'est qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de machines qui prennent en charge ces événements. Alors, jusqu'à présent, parfois, c'est juste de la transition d'humain à humain. Ça a un impact. Après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, ça, c'est une autre question. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur, c'est quoi, finalement, une startup? Le but d'une organisation, normalement, c'est de rassembler des personnes, des gens. Une entreprise rassemble des gens, qui vont aller vers un objectif commun. Cette entreprise peut être incarnée ou pas par une personne. Si je prends le cas qu'on connaît, qui est un peu caricatural, c'est Elon Musk qui incarne complètement ça. Dans le cas de Stakeo, on est un groupe de personnes qui nous sommes rattachés autour d'une vision d'une personne qui s'appelle Pascal Duquel-Blanc, qui porte une vision de qu'est-ce que va être le monde connecté demain et comment est-ce qu'on peut faire en sorte de le rendre plus rationnel. Il y a une vision d'un produit qui peut permettre à les gens d'être plus réactifs, plus efficients dans la manière de traiter les solutions et de moins, on va dire, bricoler. Que ce soit moi, Antoine et l'autre personne qui est avec nous, qui s'appelle Guilhem, on s'est rattaché à ces visions-là et on s'est mis d'accord sur le fait de faire tout ce qui est en notre capacité pour rendre concrète cette vision. En risque classique, on est dans un modèle qui est un modèle dans lequel on va chercher un chiffre d'affaires immédiatement. Trouver un business model qui est activable immédiatement. Quand j'ouvre un magasin, je m'attends pas à ce qu'il soit rentable au bout de 2 ans. Je m'attends à ce qu'il soit rentable 1, 2, 3 mois après. J'ai créé ma clientèle, je vais la construire. Dans le cas d'une startup, c'est un modèle d'entreprise qui est apparu il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années maintenant, qui vient du point de vue du fait que le monde est global. Dans un monde global, on se dit que quand on a une idée, on est capable de la délivrer au monde entier. Et on va se mettre en démarche pour le faire. C'est un projet risqué. C'est que ça peut réussir, comme ça peut échouer. Pour des raisons qui sont dues à l'équipe, pour des raisons qui sont dues au monde extérieur. Donc c'est vraiment une ambition commune qui est partagée du fait d'amener au plus grand nombre de gens possible le savoir-faire qu'on veut développer. Donc une startup, c'est une entreprise qui la plupart du temps au début fonctionne à perte. On va lever des fonds et le but c'est de développer un actif qu'on va pouvoir déployer auprès du plus grand nombre de personnes possible pour atteindre une taille critique qui fera que ça fonctionnera. Google, Facebook, Amazon, etc. Ce sont des boîtes qui ont réussi à déployer au plus grand nombre, finalement, leurs produits, leurs technologies. C'est ça l'idée. C'est une idée qui est très forte. Après, en France, on a aussi des startups qui ont très bien marché. Une des startups que les gens vont sûrement le plus connaître, c'est Doctolib. D'accord. Doctolib, pendant des années, n'a pas forcément été rentable. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui vit très bien, qui est en train d'énormément se développer, qui a un impact énorme sur même nos modes de consommation de l'univers médical et qui a un rôle à jouer extrêmement fort dans la crise qu'on traverse actuellement. D'accord. Ouais, t'as raison, c'est important de rappeler des exemples français. Là, ce qui va se passer, c'est qu'on va construire ensemble un parcours. Quelles sont les grandes étapes de ton métier, un peu plus dans le concret, quoi. Il y a toute une partie donc qui va être assurer la vision, qui va être essayer de faire la vigie pour bien s'assurer. Au fait, est-ce que vous avez bien vérifié que les choses que vous dites, on va pouvoir le faire? J'ai l'impression qu'il y a aussi toute la partie humaine, c'est le recrutement et le suivi d'une équipe. Et enfin, il y a le fait de délivrer le produit, ça va être de s'assurer que les personnes à qui tu travailles puissent travailler convenablement, c'est-à-dire que le travail soit clair, et qu'en plus tu puisses, t'as un rôle aussi de tester le produit, en tout cas de participer au fait d'avoir des retours pour voir si c'est les bonnes choses que tu fais. Exactement, sur un cycle en startup. Donc, le truc qui est marrant dans cette entreprise-là, c'est que plus l'entreprise grossit, plus on va aller vers la droite. D'accord. Moins on va s'intéresser au produit, plus on va s'intéresser à l'équipe et à la vision. Sur un CTO qui va être une entreprise de plusieurs milliers de personnes, il va être porteur de vision. D'accord. Pour terminer, donc on va passer sur la phase émotion. Quel serait un moment de grande fierté que tu as, toi, dans ton activité, que tu pourrais nous raconter? Le moment où je recrute un premier employé. C'est le moment où je quitte littéralement le monde du leader technique pour commencer à prendre son rôle de CTO. D'accord.
Voilà. C'est vraiment ce moment-là dans lequel on a toujours des doutes, on a le sentiment de faire le bon choix, on sait pas trop ce qui va se passer, on sait que pour une fois, c'est pas comme une mission conseil où souvent l'équipe, vous avez récupéré et la structurer. Là, vous avez fait le choix. En gros, c'est un choix que j'ai eu à faire moi. Se dire qu'on embarque quelqu'un dans une aventure, qu'on crée un emploi, je suis super fier. À quel moment tu as vécu cette fierté? Est-ce que tu te souviens du moment où tu dis putain là c'est vraiment cool? Le moment où on rédigeait ensemble sa fiche de poste. D'accord. C'était le dernier entretien, donc chez Sakeo, on a 4 entretiens. Le 4e, c'est le moment où on va se mettre ensemble autour d'une feuille de papier. Particulièrement Google Doc, puisque maintenant on est en période Covid. En même temps, Sakeo a connu que la période Covid. Et on va définir, en fait, dans l'entreprise, qu'est-ce que tu vas faire. Et j'amène des choses, mais je m'attends à ce que la personne en face m'amène aussi. Et là, c'est un moment d'échange qui est extrêmement riche, où chacun se projette dans le potentiel de ce qu'il va pouvoir faire, et lui dans ce qu'il peut amener dans l'entreprise. Maintenant, au contraire, un truc dont t'es pas forcément très fier, ce serait quoi? La plupart des temps où je me sens pas fier, c'est quand j'ai imposé mes idées au-delà du raisonnable. Avec le recul, à ce moment où j'ai dit on fera comme ça, alors que la personne n'était pas d'accord, et au bout de quelques jours, je me rends compte qu'en fait c'est une mauvaise idée. Là, je me sens mal. C'est des moments que j'ai vécu où j'étais pas très bien. La plupart du temps, donc j'ai appris par ma à aller m'excuser auprès des personnes et à exprimer le fait que effectivement j'étais en tort. Ça m'est arrivé plus souvent que ce que je le pensais. Tu l'as imposé parce que t'étais sûr de toi, c'est ça? J'en suis pas complètement sûr. J'aurais pu l'imposer si j'étais sûr de moi. Dans certains cas, je l'ai fait et ça s'est très bien passé. Mais peut-être que dans ces moments-là, si je l'ai imposé parce que j'avais une sorte de foi et pas une compétence, en fait, une sorte de croyance. À certains moments, sur certains concepts, quand c'est très technique, je suis sûr de moi. Là, je peux imposer mes décisions et j'ai aucun mal avec ça. Je peux démontrer par A plus B dans ce genre de cas que c'était comme ça qu'il fallait faire, par mon expérience dans ce genre de choses. Et il y a des moments où, par fatigue, parfois souvent au bout d'une discussion de 10-15 minutes, où effectivement j'ai élevé la voix en imposant une forme de décision. Ou quelque chose à faire ou la manière de faire. T'arriverais à mettre des mots sur le besoin que t'avais à ce moment-là? Le plus souvent, ça se rapprochait de la colère, donc le besoin d'exprimer des limites. C'est le besoin de pouvoir dire, le carré, il est là, faut pas en sortir. Bon, en tout cas, merci pour ce témoignage. Une grande peur que tu as eue, ce serait quoi? Lancer une entreprise en avril 2020. Sachant qu'on avait commencé à réfléchir au projet en décembre 2019. Ouais. Décembre 2019, tout allait bien. Avril 2020, on lance une entreprise dans laquelle on a une levée de fonds. J'avoue qu'à ce moment-là, je connaissais pas encore les membres de l'équipe, je connaissais un peu Pascal, je connaissais très bien Antoine, je connaissais un peu Guilhem, mais j'avais vraiment le côté, je venais de démissionner, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe si on n'arrive pas à lever de fonds? Et en fait, si Pascal a réussi à lever les fonds, courant mars, donc au moment où tout le monde était en panique. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Donc toi, ça t'a rassuré Ah, totalement. D'accord. Totalement. C'est les gens qui sont capables de faire ça, de créer un climat de confiance dans ce climat de panique, je suis admiratif. En fait, c'est quelque chose que j'ai pas, en tout cas dans l'écosystème dans lequel j'évoluais, qui était le monde du conseil, la relation est purement commerciale. Je te rends un service, j'ai de l'argent. Là, on est dans un modèle où faites-nous confiance, on va révolutionner le domaine de la connectivité. Moi, avant que je le vois, c'est de la science-fiction. C'est vraiment très différent. C'est ce que tu expliquais un petit peu sur le côté start-up. C'est qu'il n'y a pas forcément une attente de revenus de l'ordre de 3 mois, comme un commerce, mais ça peut être bien plus lointain. Ça va soit être de 2-3 ans. D'accord. C'est pas non plus, on vous signe pas un chèque en blanc, hein. C'est un moment où les gens mettent par palier. Si à un moment, sur chaque palier, vous répondez pas aux exigences, ils vont arrêter de mettre et la boîte peut disparaître. Une expérience startup peut s'arrêter, pas du jour au lendemain non plus. C'est que j'avais une trésorerie. Quelque chose qui a une ambition, et si cette ambition n'est pas atteinte, elle n'est pas atteinte et l'aventure s'arrête. Quelque chose qui t'a beaucoup énervé, ce serait quoi? C'est surtout sur le rapport au temps, parfois, où il y a une déception sur son livre à ce moment-là. Et là où c'est très énervant, dans toutes mes expériences, c'est quelque chose qui est arrivé. Et chaque fois, on dit que ça arrivera pas.
Et en fait, ça arrive tout le temps. C'est-à-dire que à un moment, on prend un engagement, on pense qu'on sait ce qu'on va devoir délivrer, on sait ce que les gens attendent, et en fait, on se rend compte au bout d'un mois et demi, quand on est déjà en plein rush, qu'en fait, c'est pas ce qu'ils attendent. Ben, ça énerve de toujours faire cette même erreur. Parce que tu dis que ça arrive plusieurs fois et j'imagine que tu as essayé de trouver des stratégies pour corriger ça. On essaie au maximum d'essayer de donner des éléments très concrets sur ce qui va être délivré. Mais à un moment, le problème, c'est qu'après, on peut rentrer aussi dans l'inertie. Le fait que constamment vouloir proposer, vouloir donner ce que ça prend beaucoup de temps, et en fait, ça nous met en retard. Il vaut mieux délivrer un mauvais produit, mais le délivrer, que avoir un bon produit et ne jamais délivrer. En règle générale, ça marche quand même beaucoup mieux. Dernière émotion, donc quelque chose qui t'a beaucoup attristé, qu'est-ce que ça serait? Je crois que chez Sakeo, j'ai pas encore vécu de moment triste. J'ai pas eu de moment triste, on n'a pas encore traversé d'énormes périodes de crise. On a eu des hauts, des bas, comme dans à peu près toutes les entreprises. Mais j'ai pas eu de regretter de pas avoir fait quelque chose. Dans la tristesse, moi je l'associe beaucoup au regret. Et jusqu'à présent, il y a très peu de décisions que j'ai regrettées. Mais je sais que ça va arriver. Mais pas de vision. Merci beaucoup pour ton partage, Fabien. Quel serait le conseil que tu donnerais pour les gens qui ont envie de faire comme toi? J'imagine que ce serait peut-être des développeurs, des gens dans l'informatique, qui aimeraient bien essayer de passer devenir un peu CTO. Ce serait quoi, toi, le conseil que tu aurais envie de donner? En tant que CTO, on dit souvent qu'il faut savoir dire non. En gros, il faut exprimer le fait que non, on ne fera pas ça, non, c'est pas possible. C'est un mot qui revient souvent. C'est un mot qu'il faudra employer. Vous avez le droit de dire non, et vous devez dire non, quand vous savez que c'est pas faisable. Mais vous avez la responsabilité de proposer des options. Et, en règle générale, chaque fois que vous dites non, dites-vous, qu'est-ce que je peux proposer en face? L'autre élément que je recommanderais, c'est que si on vous pose une opportunité sur laquelle vous vous sentez pas légitime, si vous sentez que l'environnement dans lequel vous êtes est bienveillant, faites-le. Si l'environnement est malveillant, méfiez-vous. Mais si l'environnement est bienveillant, évitez de vous poser trop de questions et tentez le coup, quoi. Vous verrez bien ce qui se passe. Donc d'un côté, c'est oser dire oui aux gens qui tendent la main, et de l'autre, oser dire non, mais en proposant des pistes. Des options, des tiroirs. On parle souvent d'offres tiroirs. Vous pouvez dire je sais pas faire, mais il va falloir dire ce que vous allez faire. Écoute, merci de t'être prêté au jeu. Merci à vous d'avoir passé ce moment avec moi et merci à Antoine d'avoir organisé ce moment de partage. Et bien sur ces bonnes paroles, on va s'arrêter là pour ce soir. Salut. Salut à tous.